Depuis que j'ai mémoire, chaque année, ma famille organisait un voyage qui, plus qu'une simple tradition, était une sorte d'obligation inébranlable, une règle non écrite mais fermement imposée par mes parents. Peu importait ce qui se passait dans nos vies, s'il y avait des engagements professionnels, des problèmes personnels ou même des affaires plus sérieuses, assister au voyage annuel était une norme qui ne tolérait aucune exception. Ne pas y aller signifiait plus qu'une simple absence. C'était presque comme se déclarer en rébellion contre la famille, une trahison silencieuse qui se payait par des regards désapprobateurs et un éloignement progressif que personne ne souhaitait vivre. Au fil des années, j'avais vu des cousins ou des oncles qui, pour une raison quelconque, rataient l'un de ces voyages, finir relégués à une position inconfortable au sein du noyau familial. On ne cessait pas complètement de leur parler, mais les conversations devenaient plus froides. Les invitations à d'autres événements se faisaient plus rares et, peu à peu, ils finissaient par se sentir étrangers parmi les leurs. Cette année, le voyage avait une signification particulière. Ce n'était pas juste une sortie de plus, mais la célébration du 60e anniversaire de mon père, ce qui en faisait un événement de grande envergure. Depuis des mois, mes parents organisaient chaque détail, choisissant la destination avec une précision méticuleuse et s'assurant que la liste des invités inclut tous les membres importants de la famille. Ce n'était pas juste un voyage, c'était une réunion où être présent signifiait réaffirmer son engagement envers la famille, un acte de loyauté qui, sous aucun prétexte, ne pouvait être négligé. Je n'avais jamais manqué à l'appel, et même si ma vie était désormais différente puisque j'étais marié, je n'avais aucune raison de penser que cela changerait les règles du jeu. Quand les premières discussions sur le voyage ont commencé, mes parents parlaient avec enthousiasme de la maison qu'ils avaient réservée, une propriété spacieuse dans un lieu touristique qui promettait d'être le cadre parfait pour la grande célébration. Ils m'ont demandé de confirmer ma présence au plus vite afin de s'assurer que tout soit en ordre avec les chambres et les plans généraux. Je leur ai dit que, bien sûr, j'irais, mais que je viendrais accompagné de ma femme. Logique, évidemment. Depuis le moment où je me suis marié, elle et moi formons une équipe, une unité inséparable, et il n'était pas logique que j'y assiste seul. Le silence qui a suivi ma réponse fut inattendu. Ma mère, qui était normalement la première à réagir avec enthousiasme à n'importe quel plan, a mis quelques secondes avant de répondre et, quand elle l'a fait, son ton était différent, hésitant, presque comme si elle cherchait les mots justes pour dire quelque chose dont elle savait que je n'aimerais pas entendre parler. Elle a dit qu'elle n'était pas sûre qu'il soit judicieux que ma femme vienne, que le voyage était réservé à la famille et que le mieux serait peut-être qu'elle reste à la maison. Au début, j'ai cru à un malentendu, pensant que je n'avais pas bien entendu ce qu'elle disait, parce que l'idée que ma femme ne soit pas incluse dans une réunion de famille n'avait aucun sens. J'ai demandé ce qu'elle entendait par « c'est juste pour la famille » puisque, mariés, ma femme et moi étions une famille, et je ne comprenais pas pourquoi elle serait exclue d'un événement qui était censé nous concerner tous. Mon père est intervenu à ce moment-là, d'un ton plus ferme, comme s'il voulait couper court à la conversation avant qu'elle ne prenne de l'ampleur. Il a dit que ce n'était rien de personnel, qu'il ne s'agissait pas d'exclure qui que ce soit, mais qu'il y avait certaines dynamiques familiales qui pourraient être perturbées par la présence d'une personne extérieure. Il a utilisé des mots vagues, des phrases ambiguës qui ne répondaient pas vraiment à ma question, et cela n'a fait qu'accroître mon malaise. J'ai insisté pour avoir une raison concrète, quelque chose qui ait du sens, mais au lieu d'obtenir une réponse claire, ma mère a commencé à répéter qu'elle ne voulait pas de conflit, que c'était un événement de célébration et qu'elle préférait éviter tout malaise éventuel parmi les invités. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas une suggestion, mais une décision déjà prise. Mes parents ne voulaient pas que ma femme vienne au voyage et, peu importe mes efforts pour obtenir une explication cohérente, je ne recevrais que des excuses déguisées en préoccupation pour l'harmonie familiale. Dans ma tête, j'ai essayé de trouver une justification raisonnable, quelque chose qui rendrait tout cela plus compréhensible, mais tout ce que j'ai trouvé, c'est de l'indignation. Je ne pouvais pas concevoir comment ma famille, celle qui se vantait depuis des années d'être unie, de valoriser l'amour et la compagnie par-dessus tout, me demandait maintenant de faire comme si mon mariage n'existait pas. Comme si la femme que j'avais choisie pour partager ma vie ne méritait pas de faire partie d'une réunion de famille. Ma mère a tenté d'adoucir la conversation, en disant que nous avions encore le temps d'y réfléchir et que je n'avais pas à prendre de décision hâtive. Elle a ajouté qu'en fin de compte, ce n'était qu'un voyage et que je ne devais pas le transformer en quelque chose de plus grand que ça ne l'était en réalité. Mais pour moi, ce n'était pas juste un voyage, c'était une déclaration de priorité, la preuve de qui il considérait réellement comme faisant partie de la famille ou non. Je n'ai pas mis longtemps à prendre une décision, si ma femme n'était pas la bienvenue, alors moi non plus. Quand je leur ai annoncé cela, un nouveau silence gêné s'est installé. Ma mère a répété mon nom d'un ton de désapprobation, comme si elle ne pouvait pas croire ce que je venais de dire. Mon père, qui jusqu'à présent avait essayé de rester plus neutre, a dit que j'exagérais, que ma présence était importante et que je ne devais pas mettre la famille dans une situation difficile pour un caprice. Mais ce n'était pas un caprice, et je n'allais pas tolérer qu'on le présente ainsi. Je leur ai clairement fait comprendre que je ne changerais pas d'avis et que si c'était la position qu'ils voulaient adopter, alors ils ne devaient pas compter sur moi pour le voyage.
C'est là que tout s'est effondré. Ma mère m'a envoyé un long message pour me dire que j'agissais de manière égoïste, que je gâchais l'anniversaire de mon père et qu'en fin de compte, la famille devait toujours être au-dessus de tout. Mon frère m'a écrit pour me dire qu'il n'arrivait pas à croire que je fasse ça, que si mes parents comptaient vraiment pour moi, je trouverais un moyen de résoudre le problème sans avoir à annuler ma participation. Mais aucun d'eux ne comprenait, ou ne voulait comprendre, que le problème ne venait pas de moi. Tout ce que j'avais fait, c'était d'établir une limite. Ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'était que ce n'était que le début. La décision que j'avais prise n'allait pas seulement affecter la façon dont ma famille me voyait, mais elle allait aussi commencer à démanteler l'image d'harmonie que mes parents s'étaient tant efforcés de maintenir. Mise à jour 1. Il s'est écoulé quelques jours depuis cette conversation avec mes parents, et pendant ce temps, la tension était palpable bien que silencieuse. Je n'ai reçu aucun autre appel ni message de leur part, comme s'ils espéraient qu'avec le temps je reconsidère ma position et finisse par céder. Je savais parfaitement que leur stratégie consistait à me faire porter le poids de la culpabilité, à me faire réfléchir aux conséquences de ma décision, en espérant qu'à un moment donné je capitulerais et reviendrais vers eux avec une attitude plus soumise, prêt à accepter leurs conditions sans broncher. Mais ce qu'ils ne comprenaient pas, ou ne voulaient pas admettre, c'est que cette fois, les choses étaient différentes. Ce n'était pas une simple dispute familiale qui pouvait se résoudre avec une conversation superficielle ou un pardon creux. C'était une question de principe, de respect envers ma femme et envers notre relation, quelque chose qui surpassait toute tentative de manipulation émotionnelle. Toutefois, la trêve silencieuse ne dura pas longtemps. La première à rompre le contact fut ma tante, l'une des sœurs de ma mère, qui m'appela sur un ton qui se voulait conciliant, mais qui en réalité cachait une tentative de persuasion déguisée en inquiétude. Elle m'a dit qu'elle était attristée d'apprendre que je n'assisterais pas au voyage, que tout cela n'était qu'un grand malentendu et qu'en réalité personne ne voulait exclure ma femme de la famille. Selon elle, la seule chose que mes parents essayaient de faire, c'était d'éviter d'éventuels conflits, de préserver l'harmonie pendant la réunion, de s'assurer que tout se déroule sans accroc. Mais ce qui m'a encore plus troublé, ce fut la justification qu'elle utilisa pour soutenir la décision de mes parents. Elle expliqua qu'il ne s'agissait pas de ne pas aimer ma femme, mais que certaines personnes de la famille pourraient se sentir mal à l'aise en sa présence et que, pour le bien de tous, il valait mieux qu'elle ne vienne pas. Cette réponse m'a indigné davantage. Je lui ai demandé directement qui étaient ces personnes qui, selon elle, seraient mal à l'aise avec la présence de ma femme. Il y a eu un petit silence, un instant qui m'a clairement montré qu'elle ne s'attendait pas à cette question. Finalement, elle a dit quelque chose au sujet du fait qu'elle ne pouvait pas parler au nom des autres, mais que l'important n'était pas qui avait dit quoi, plutôt que nous nous concentrions sur le fait d'éviter des tensions inutiles. Sa réponse m'a confirmé ce que je soupçonnais déjà. Ce n'était pas une préoccupation générale au sein de la famille, tout le monde ne partageait pas cette idée, il s'agissait plutôt de quelqu'un en particulier qui, pour une raison quelconque, avait un problème avec ma femme. Et mes parents, au lieu de la défendre ou au moins de rester neutres, avaient décidé de prendre parti. Quand j'ai répliqué, mon ton était plus ferme que d'habitude. Je lui ai dit que si la famille valorisait vraiment l'unité, alors on ne devrait pas nous diviser avec ce genre d'exclusion arbitraire. Que si quelqu'un avait un problème avec ma femme, alors la solution n'était pas de la mettre à l'écart, mais de l'affronter et de le résoudre de manière adulte. Sa seule réponse fut de dire que j'étais trop têtu, que parfois mieux valait laisser passer les choses pour le bien commun et qu'en fin de compte, il ne s'agissait que d'un voyage. Je l'ai remercié d'avoir pris le temps de m'appeler, mais je lui ai fait comprendre clairement que ma décision restait la même et que je n'accepterais pas une dynamique dans laquelle on traiterait ma femme comme une étrangère. Après cette conversation, la tension n'a fait qu'augmenter. Ma mère m'a envoyé un message le soir même, plus long et plus direct que les précédents, dans lequel elle me reprochait essentiellement de choisir ma femme plutôt que ma famille. Elle disait que la famille devait toujours passer avant tout, que parfois les décisions difficiles étaient nécessaires, et que tout ce qu'ils essayaient de faire était le mieux pour tout le monde. Elle m'accusait de fermer la porte au dialogue, de ne pas chercher à comprendre leur point de vue, de ne pas considérer l'importance de l'occasion et de causer une fracture inutile au sein de la famille. Je ne lui ai pas répondu. À ce stade, je savais déjà que toute tentative de discussion était vaine, parce qu'elle ne voulait pas vraiment m'écouter, elle voulait seulement que je cède à leurs conditions. Mais les choses ne se sont pas arrêtées là. Le lendemain matin, mon frère m'a écrit un message au ton très différent de celui de ma mère. Ce n'était pas un reproche direct, mais plutôt une sorte d'ultimatum déguisé en conseil. Il disait qu'il avait parlé avec mes parents et que, bien qu'il n'approuve pas mon attitude, il était encore temps de tout arranger. Il disait que je pouvais reconsidérer ma décision, qu'il n'était pas trop tard pour assister au voyage, et qu'ensuite, lorsque tout serait fini, nous pourrions nous asseoir pour discuter calmement du sujet de ma femme. En gros, il me disait de faire comme si rien ne s'était passé, d'aller au voyage comme si tout était normal et qu'ensuite, à un moment indéfini dans le futur, nous pourrions en parler avec un esprit plus ouvert. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ce qu'il voulait vraiment, c'était éviter le scandale. Il ne se souciait pas de ce que je ressentais ni de ce que pouvait ressentir ma femme face à tout cela.
Il voulait seulement que mon absence ne devienne pas un sujet de conversation gênant au sein de la famille, que personne ne voie qu'il y avait un problème, et que la fête se déroule sans encombre. Je n'allais pas leur rendre ce service. Je lui ai simplement répondu non. Sans plus d'explication, sans justification inutile. Cela ne servait à rien d'allonger la discussion parce que la réponse serait toujours la même. Après cela, la communication avec ma famille s'est faite plus rare, mais chaque message que je recevais comportait une intention de manipulation implicite. Ma mère, d'abord, insistant sur le fait que je prenais une décision impulsive et que je pouvais encore faire marche arrière. Puis, ma tante, une nouvelle fois, essayant de me faire comprendre qu'avec le temps, je regretterais de m'être éloigné pour quelque chose d'aussi insignifiant. Enfin, mon frère m'a envoyé un dernier message dans lequel, sans le dire ouvertement, il me laissait entendre que si je persistais dans mon attitude, la relation avec la famille ne serait plus jamais la même. À ce stade, j'étais absolument convaincu qu'il n'y avait aucun retour possible. J'avais pris une décision et j'allais m'y tenir, peu importe ce qu'il tenterait de faire pour me faire changer d'avis. Mais ce qu'il ne savait pas, et ce que je ne soupçonnais pas non plus à ce moment-là, c'est que ce conflit allait encore prendre de l'ampleur de manière inattendue. Mise à jour 2. Le silence qui a suivi mon refus semblait avoir apporté un bref répit, mais je savais que c'était une illusion. Ma famille n'était pas du genre à laisser simplement passer les choses, et encore moins quand quelque chose menaçait d'altérer le fragile équilibre de l'image qu'ils tenaient tant à préserver. Pendant les jours suivants, je n'ai pas reçu d'autres messages ni d'appels, et bien qu'en apparence tout semblait s'être calmé, je ne pouvais me défaire de l'impression que quelque chose se tramait encore. La façon dont ma mère avait insisté, la manière dont mon frère avait tenté de négocier avec moi, l'intervention de ma tante pour tenter d'adoucir la situation avec de belles paroles, tout cela me laissait penser qu'il y avait une raison derrière l'exclusion de ma femme, quelque chose qu'il ne m'avait pas encore avoué. Cette certitude s'est confirmée lorsque j'ai reçu un appel inattendu d'un de mes cousins. Nous n'étions pas particulièrement proches, mais nous avions toujours entretenu une relation cordiale, sans conflit ni grand lien d'affection. Son ton, quand il s'est adressé à moi, était différent de celui des autres. Il n'était pas empreint de cette supériorité condescendante dont avait fait preuve ma mère pour tenter de me manipuler, ni de la pression passive-agressive que mon frère avait utilisée pour me faire changer d'avis. Il avait l'air vraiment mal à l'aise, comme s'il hésitait à dire ce qu'il s'apprêtait à me révéler. Après quelques secondes de silence, il a fini par lâcher le morceau. Il m'a dit qu'il avait entendu des conversations au sein de la famille et que, même s'il ne voulait pas avoir d'ennui, il considérait que j'avais le droit de connaître la vérité. Il ne s'agissait pas de certaines personnes qui avaient un problème avec la présence de ma femme au voyage. Ce n'était pas une histoire de dynamique familiale ni la crainte de gêner quelqu'un. En réalité, il n'y avait qu'une seule personne qui avait tout provoqué, ma belle-sœur, la femme de mon frère. Sur le moment, je n'ai pas su comment réagir. Pendant un instant, j'ai voulu croire qu'il y avait malentendu, que mon cousin avait mal interprété la situation ou qu'il exagérait. Mais plus il parlait, plus je comprenais que tout collait. Il m'a raconté que, depuis le début, c'était ma belle-sœur qui s'était le plus opposée à la venue de ma femme. Qu'elle était directement allée en parler à mes parents et qu'au lieu de la remettre à sa place ou de lui expliquer qu'elle n'avait pas le droit de décider qui viendrait ou pas, mes parents l'avaient écoutée et avaient à un moment donné décidé de prendre son parti. Il m'a expliqué que l'hostilité de ma belle-sœur envers ma femme ne datait pas d'hier, mais qu'elle s'était renforcée avec le temps. Il se souvenait de plusieurs occasions où elle avait lancé des remarques méprisantes sur ma femme au fil des années, des remarques que j'avais négligées, faute de leur avoir accordé l'importance nécessaire. Il a mentionné un incident lors du mariage de l'un de nos cousins, quand ma belle-sœur s'était plainte du fait que ma femme était trop élégante et que cela la faisait paraître déplacée, comme si elle avait voulu éclipser les autres invités. Il s'est aussi souvenu de ce qui s'était passé à Noël, quand elle avait fait des commentaires sarcastiques sur le fait que ma femme cherchait toujours à être le centre de l'attention, insinuant qu'elle essayait, d'une manière ou d'une autre, de se mettre en avant à chaque réunion de famille. Mais ce qui m'a le plus dérangé, ce n'était pas ce qu'elle avait déjà dit ou fait auparavant, c'était ce que mon cousin m'a révélé ensuite. Il m'a dit que, lors d'une conversation récente, ma belle-sœur avait clairement indiqué que si ma femme venait au voyage, elle n'y irait pas. Elle ne l'a pas dit comme une suggestion ou une préoccupation, mais comme une menace directe. Et au lieu de la confronter ou de lui dire que ce n'était pas à elle d'en décider, mes parents ont cédé. Ils ont préféré sacrifier ma femme plutôt que risquer de contrarier la femme de mon frère. J'ai ressenti une bouffée de colère monter dans ma poitrine tandis que je l'écoutais. Je n'arrivais pas à croire l'absurdité de la situation. Ma belle-sœur, une personne qui n'avait aucune autorité pour décider qui faisait partie ou non de la famille, était parvenue à manipuler mes parents au point de leur faire exclure ma femme du voyage. Et le pire, c'est que mes parents, au lieu de défendre ce qui était juste, au lieu de rester fermes et de lui dire qu'elle n'avait pas le droit de prendre de telles décisions, avaient simplement accepté ces conditions. Je suis resté silencieux. Un moment, j'ai ressenti un mélange de fureur et de déception, un sentiment de trahison bien plus profond que tout ce que j'avais ressenti jusqu'alors. Il ne s'agissait plus seulement du voyage.
Ce n'était pas simplement une question de venir ou non. C'était le fait que mes propres parents avaient décidé que ma femme était dispensable, qu'il était plus important de faire plaisir à ma belle-sœur que de respecter mon mariage. Quand j'ai fini par parler, ma voix était plus froide que je ne l'aurais cru. J'ai remercié mon cousin de m'avoir dit la vérité, mais je lui ai fait comprendre que s'il pensait que j'allais rester les bras croisés, il se trompait. Après avoir raccroché, je suis resté assis un long moment, essayant de me calmer, de digérer ce que je venais d'apprendre. J'ai repensé à toutes les fois où ma belle-sœur avait trouvé des moyens subtils de rabaisser ma femme, à la façon dont elle réussissait toujours à transformer n'importe quelle occasion en compétition ridicule, au fait que mon frère n'avait jamais rien dit ni fait pour l'arrêter. J'ai pensé à mes parents, qui avaient choisi d'ignorer totalement ce qui était juste, préférant satisfaire une personne toxique plutôt que de faire face à un vrai problème. Je n'avais pas l'intention d'en rester là. S'ils pensaient pouvoir me manipuler et gérer la situation à leur guise, ils se trompaient. Ce ne serait pas l'une de ces fois où j'acceptais simplement ce qu'ils voulaient. J'étais déterminé. S'ils étaient prêts à me montrer leurs véritables priorités, alors j'allais leur montrer les miennes. Et cette fois, pas de retour en arrière possible. Mise à jour 3. Les jours qui ont suivi la révélation de mon cousin ont été marqués par un sentiment de colère contenue qui se transformait parfois en une détermination absolue. Je savais que ce que j'avais découvert ne pouvait pas rester une information que je garderais pour moi. Je ne pouvais pas laisser ma famille penser qu'elle pouvait prendre des décisions aussi déloyales sans en assumer les conséquences. Pendant toutes ces années, on m'avait appris que la famille devait être unie, que la loyauté était la chose la plus importante. Mais à présent, il était clair que ces principes ne valaient que quand ça les arrangeait. Ils avaient décidé de privilégier mon frère et sa femme plutôt que n'importe quel autre lien familial, même celui qu'ils avaient avec moi. Ce n'était pas quelque chose que je pouvais laisser passer, parce que cela aurait signifié que je cautionnais leur attitude, que j'acceptais que ma femme ne soit pas perçue comme faisant partie de la famille et que, d'une certaine manière, son exclusion était justifiée. Pendant ce temps, j'ai évité tout contact avec mes parents et mon frère. S'ils ne ressentaient pas le besoin de me donner des explications sincères, alors je ne voyais pas pourquoi moi je devrais leur parler. Ma femme, même si elle ne le montrait pas clairement, ressentait elle aussi la tension ambiante. Je ne lui avais pas dit dans le détail tout ce que je savais, pas parce que je voulais le lui cacher, mais parce que je savais que si elle apprenait que c'était ma belle-sœur qui était à l'origine directe de son exclusion, elle serait encore plus blessée qu'elle ne l'était déjà. Pourtant, elle comprenait qu'il se passait quelque chose de plus profond, qu'il y avait une raison derrière mon attitude. Mais elle n'a pas insisté, peut-être parce qu'elle savait qu'un jour, tout finirait par se savoir. Le déclic qui a tout fait basculer a pris la forme d'un appel inattendu de ma mère. Jusqu'alors, j'avais pensé qu'après tout ce qui s'était passé, ils feraient un dernier effort pour arranger les choses. Qu'ils essaieraient au moins de me convaincre avec un argument logique quelconque. Mais ce que j'ai reçu, ce fut une conversation qui a montré que la seule raison pour laquelle ils reprenaient contact, c'était pour essayer de sauver ce qui pouvait encore l'être. Ma mère a commencé avec un ton calme, presque comme si elle voulait me faire croire que rien ne s'était passé. Elle m'a dit qu'elle espérait que j'avais eu le temps de réfléchir plus posément et que j'en étais arrivé à la conclusion que tout ceci avait pris des proportions inutiles. Elle m'a parlé de l'importance de ce voyage, du fait que mon absence assombrirait la célébration, que mon père désirait vraiment que nous soyons tous réunis pour son anniversaire. Pendant un instant, j'ai perçu dans sa voix un écho de ce qu'avait toujours été notre lien, cette connexion que j'avais eue avec elle à une époque. Mais ce sentiment a disparu dès qu'elle a abordé le véritable sujet. Elle m'a expliqué que, même si elle comprenait mon point de vue, ce n'était pas si simple. Elle a dit qu'il y avait d'autres personnes impliquées et que parfois, dans les familles, il fallait faire des sacrifices pour le bien de l'harmonie générale. Elle a utilisé des phrases qui semblaient soigneusement choisies pour me faire sentir que j'étais le seul à exagérer. Elle a ajouté que si je voulais vraiment arranger les choses, le mieux serait que je vienne au voyage, et qu'une fois de retour, nous pourrions en discuter calmement, comme si tout cela n'était qu'un simple malentendu qui se réglerait d'une discussion superficielle. Je l'ai écoutée sans l'interrompre, sans lui dire ce que je pensais vraiment. Quand elle a fini, j'ai décidé qu'il n'y avait plus de raison de cacher ce que je savais. Je lui ai demandé si elle pensait vraiment que je ne connaissais pas la vérité, si elle croyait qu'il pouvait me la dissimuler et me manipuler pour me faire croire que ma femme ne s'intégrait pas à la famille. Elle s'est tue un bref instant, un silence qui m'a confirmé que le ton de la conversation venait de changer. J'ai poursuivi. Je lui ai dit que je savais déjà que c'était ma belle-sœur qui avait imposé la condition que ma femme ne vienne pas, et qu'au lieu de lui répondre qu'elle n'en avait pas le droit, ils avaient simplement accepté. Je lui ai demandé pourquoi, si ma belle-sœur avait menacé de ne pas venir, ils n'avaient pas plutôt choisi de la laisser, elle, en dehors du voyage, au lieu d'exclure ma femme. Pourquoi sa présence à elle était-elle plus importante que celle de la femme avec qui j'avais décidé de partager ma vie? Je ne pensais pas qu'elle l'admettrait, mais elle l'a fait, même si c'était d'une façon lâche. Elle a dit que ce n'était pas si simple, qu'il ne voulait pas créer plus de conflits, que les choses avec mon frère et sa femme étaient compliquées, et qu'il ne voulait pas transformer le voyage en champ de bataille.
Elle a tenté de justifier en disant que ce n'était pas contre ma femme, mais une décision destinée à éviter plus de problèmes. Mais ce qu'elle ne comprenait pas, c'est qu'en prenant cette décision, elle montrait justement l'endroit où se trouvait sa loyauté. Je lui ai répondu avec le même calme qu'elle, mais avec une détermination qui ne laissait pas place au doute. Je lui ai dit que j'avais eu raison d'annuler ma participation et que s'ils pensaient pouvoir continuer à gérer la famille selon leurs propres règles arbitraires, alors ils devaient être prêts à en assumer les conséquences. Je lui ai dit que si, pour eux, ma femme ne faisait pas partie de la famille, alors moi non plus. J'ai raccroché avant qu'elle ne dise quelque chose de plus. Il ne s'est pas passé une heure avant que la nouvelle commence à se répandre. Ma grand-mère, l'une des rares personnes de la famille qui était toujours restée neutre dans les conflits, l'a appris et, à ma grande surprise, elle a pris une position ferme. Elle avait toujours été la matriarche, la femme qui maintenait tout le monde uni, et quand elle a su la vérité, elle s'est indignée comme personne ne l'aurait imaginé. Elle a appelé mes parents pour leur dire que leur attitude était honteuse, qu'exclure ma femme pour un caprice de ma belle-sœur était l'une des choses les plus absurdes qu'elle avait entendues. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a décidé de ne pas se rendre au voyage pour protester, et sa décision a eu un effet domino. D'autres oncles et cousins ont commencé à s'interroger sur la situation et, peu à peu, plusieurs d'entre eux ont également renoncé à partir. Ce que mes parents avaient voulu gérer en douce devenait un problème majeur. Leur plan avait consisté à se débarrasser du problème en excluant ma femme, en espérant que j'accepterais leur décision sans faire de vagues. Mais à présent, ils ne devaient plus seulement faire face à mon absence, mais à celle de plusieurs autres personnes qui, en découvrant la vérité, avaient refusé de participer à une telle injustice. Le voyage, qui devait être une fête de famille, se retrouvait désormais au cœur de tensions et de remises en question, et le meilleur dans tout ça, c'est que je n'avais même pas eu besoin d'en faire plus que dire la vérité au bon moment. Les règles du jeu avaient changé, et ils allaient devoir assumer les conséquences de leurs actes. Mise à jour 4. Le chaos qui a suivi la discussion avec ma mère était quelque chose que je n'aurais pas pu prévoir entièrement. Pendant des années, ma famille avait réussi à maintenir l'apparence d'unité, l'illusion que tout fonctionnait en harmonie et que tout conflit éventuel se résolvait de manière civilisée. Mais désormais, avec la vérité dévoilée et ma grand-mère à la tête d'une sorte de révolte contre l'injustice commise, tout cet équilibre factice commençait à s'écrouler. Ce qui n'était autrefois qu'un conflit entre mes parents et moi était devenu un problème impliquant plus de membres de la famille que prévu. Mon absence au voyage n'était plus un simple contretemps, c'était le symbole de quelque chose de plus grand, un fossé au sein de la famille qui révélait clairement ce que beaucoup soupçonnaient déjà mais n'avaient jamais osé affronter. Mes parents favorisaient mon frère et sa femme, au détriment de toute autre relation familiale, y compris la mienne. Dans les jours qui ont suivi, les dommages collatéraux causés par leur décision se sont manifestés de façon qu'ils ne pouvaient plus contrôler. Ma grand-mère, en s'opposant ouvertement à leur comportement et en décidant de ne pas se rendre au voyage, avait montré que ce n'était pas juste un problème entre mes parents et moi, mais bien une question de principe. Plusieurs de mes oncles et cousins, après avoir appris la vérité, ont commencé à douter de leur envie de participer à un voyage qui était marqué par un favoritisme et une manipulation évidents. Certains m'ont directement contacté pour me demander si tout ce qu'on leur avait dit était vrai, si mes parents avaient vraiment pris une décision aussi arbitraire uniquement pour ne pas contrarier ma belle-sœur. Je leur ai confirmé les faits sans détour, sans tenter de minimiser quoi que ce soit, parce qu'il n'y avait aucune raison de le faire. Si j'avais retenu une leçon de toute cette situation, c'est que la seule façon de contrer la manipulation, c'était la vérité, et elle était amplement suffisante pour que beaucoup revoient leur position. Pendant ce temps, mon frère restait silencieux, ce qui me semblait étrange vu qu'il avait tendance à toujours vouloir contrôler le récit de la situation. Durant tout le conflit, il n'avait ni essayé de m'appeler, ni envoyé de message après notre dernier échange. Je savais que cette absence n'était pas anodine, qu'il attendait probablement le moment où la situation se résoudrait d'une manière ou d'une autre. Mais s'il pensait pouvoir simplement attendre que tout s'apaise sans assumer la moindre responsabilité, il se trompait. Ce n'est que lorsque la situation est devenue totalement ingérable pour mes parents que j'ai finalement reçu un appel de lui. Le premier signe que les choses tournaient mal de son côté fut son ton dès le départ. Il n'était pas calme ni conciliant, comme la dernière fois où il avait essayé de me convaincre de revoir ma décision. Cette fois, il était remonté. Furieux, même. Et il n'a pas tardé à me dire pourquoi. Sans détour, il m'a accusé d'avoir gâché le voyage par mon comportement. Il disait que tout cela avait pris des proportions démesurées parce que j'avais choisi d'en faire tout un drame, que si j'avais géré la situation avec plus de maturité, rien de tout cela ne serait arrivé. Il répétait que mon absence en soi n'était pas le véritable problème, mais plutôt le fait que j'avais poussé les autres à me suivre, que j'avais transformé une fête familiale en un conflit qui touchait désormais tout le monde. Pendant un instant, je l'ai laissé parler, écoutant chaque mot avec la patience de celui qui sait déjà ce qu'il va répondre. Quand il a enfin marqué une pause, s'attendant à ce que je me justifie ou présente mes excuses, j'ai répliqué d'un ton tout aussi froid que celui que j'avais employé avec ma mère quelques jours plus tôt.
Je lui ai demandé s'il croyait vraiment que tout cela était uniquement dû à ma décision ou s'il admettait, au fond de lui, que le vrai problème venait du fait qu'ils avaient exclu ma femme. Je lui ai demandé s'il avait, ne serait-ce qu'une fois, envisagé la position dans laquelle il me mettait, comment il m'avait contraint à choisir entre ma famille et mon mariage, ne me laissant pas d'autre solution que de m'éloigner. Il est resté silencieux quelques secondes, suffisamment pour me prouver que j'avais tapé dans le mille. Mais au lieu de le reconnaître ou d'accepter une part de responsabilité, il a préféré revenir à son argument initial. Il a dit que je voyais les choses de la mauvaise façon, que si j'avais été plus intelligent, j'aurais trouvé un moyen de résoudre le problème sans faire de scandale. Il a affirmé qu'en fin de compte, tout est une question de perspective et que, si je l'avais vraiment voulu, j'aurais pu gérer la situation autrement. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Un rire sec et sans joie. C'était incroyable de voir à quel point, même après tout ce qui s'était passé, il avait encore l'audace de me rendre responsable de tout. Je lui ai fait comprendre que son problème n'était pas avec moi, mais avec la réalité qui lui faisait face. Je lui ai dit que si le voyage était ruiné, ce n'était pas à cause de mon absence, mais parce qu'ils avaient décidé, lui et sa femme, de manipuler mes parents pour qu'ils se rangent à leur avis. Que s'il ne voulait pas assumer les conséquences, il aurait dû y penser avant de permettre à sa femme de dicter sa loi. Il n'a pas répondu tout de suite et, quand il l'a fait, son ton n'était plus celui d'une colère à vif, mais plutôt d'une frustration contenue. Il a dit que j'exagérais, que ce n'était pas si grave, qu'au bout du compte, nous étions toujours de la même famille et que je devais apprendre à lâcher prise. Cela m'a seulement confirmé ce que je savais déjà. Pour lui et pour mes parents, tout cela n'était pas un problème sérieux. Il voyait ça comme un désaccord mineur qui, avec le temps, se réglerait de lui-même. Il ne comprenait pas, ou ne voulait pas comprendre, que ce n'était pas quelque chose que l'on pouvait oublier ou régler avec une discussion superficielle. Quand l'appel s'est terminé, j'étais plus convaincu que jamais d'avoir fait le bon choix. Mon frère ne m'avait pas appelé pour arranger quoi que ce soit, mais pour essayer de sauver l'image de normalité qui lui importait tant de conserver. Il ne se souciait pas de ma colère ni du fait qu'on ait traité injustement ma femme, ni même que nos parents aient commis une faute grave en laissant ma belle-sœur décider qui était le bienvenu dans la famille. Ce qui l'inquiétait, c'était d'éviter que le conflit ne s'envenime davantage et ne nuise à sa position au sein de la famille. Mais il était déjà trop tard pour ça. La vérité avait éclaté au grand jour, et ils allaient devoir assumer leurs actes. Et s'ils pensaient qu'une simple discussion suffirait à conclure l'affaire, ils se trompaient lourdement. Mise à jour finale. Plusieurs jours se sont écoulés après cet appel avec mon frère. Des jours durant lesquels, malgré le chaos qui s'était emparé de ma famille, je me sentais plus serein que jamais. Je savais que ce que j'avais fait était juste, que je n'avais pas cédé à la manipulation et que je n'avais pas permis qu'on me fasse culpabiliser pour avoir défendu ma femme et exigé le respect qu'elle méritait. Mais même si, à mes yeux, tout était clair et qu'il n'y avait plus matière à discussion, pour mes parents et mon frère, le conflit était loin d'être terminé. Pour eux, cette situation était un problème à gérer. Quelque chose qu'il fallait résoudre avant qu'il ne provoque des dommages irréparables dans la structure familiale qu'ils tenaient tant à préserver. Je l'ai compris lorsque j'ai reçu un appel de ma mère, cette fois-ci avec un ton radicalement différent de celui utilisé lors de nos précédentes conversations. Elle n'élevait plus la voix, elle n'essayait plus de me manipuler en se cachant derrière un semblant d'inquiétude. Fini l'attitude de supériorité morale avec laquelle elle avait tenté de me faire croire que j'exagérais. Cette fois, elle paraissait épuisée, comme si le poids de tout ce qui s'était passé commençait enfin à lui peser. Elle disait qu'elle ne voulait plus se disputer, qu'elle ne voulait pas que la famille continue à se déchirer pour un malentendu. Elle a employé des mots qui, autrefois, auraient pu me faire hésiter, des phrases soigneusement choisies pour réveiller en moi l'envie de croire que les liens du sang sont indestructibles. Mais je n'étais plus le même qu'avant, je n'étais plus disposé à retomber dans les mêmes pièges émotionnels qui, tant de fois, avaient marché sur moi. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait exactement. Il y eut un bref silence avant qu'elle ne réponde. Elle a dit que mon père était peiné par la tournure des événements, qu'il ne voulait pas que cela affecte notre relation à long terme, qu'il avait simplement voulu faire au mieux pour tout le monde. Elle a tenté de se justifier comme avant, en prétextant que leur but était de préserver la paix, qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de me faire croire que ma femme ne faisait pas partie de la famille, qu'ils avaient simplement essayé de faire au mieux dans une situation compliquée. Je lui ai répondu calmement, avec une fermeté qui ne laissait aucune place aux erreurs d'interprétation. Je lui ai dit que s'ils voulaient vraiment arranger les choses, la seule manière d'y parvenir était de reconnaître la réalité de ce qu'ils avaient fait et d'assumer la responsabilité de leurs décisions. Que le plus douloureux pour moi n'était pas seulement le fait qu'ils aient laissé ma belle-sœur décider pour eux, mais qu'après coup, quand tout a été révélé, ni l'un ni l'autre n'avait fait preuve d'un véritable repentir. Elle a alors tenté de minimiser les faits, expliquant qu'elle comprenait mes sentiments, mais qu'au final la famille devait rester au-dessus de tout, que tout le monde faisait des erreurs et que le plus important était de trouver comment avancer ensemble. J'ai compris qu'elle espérait encore qu'avec le temps, je finirais par oublier et que tout redeviendrait comme avant. C'est alors que j'ai décidé qu'il ne servait plus à rien de prolonger cette discussion.
Je lui ai dit clairement que la seule façon de commencer à reconstruire quoi que ce soit, c'était qu'ils reconnaissent le tort qu'ils avaient causé et, plus important encore, qu'ils présentent leurs excuses à ma femme, directement. Je lui ai précisé que ce n'était pas seulement entre eux et moi, qu'il ne s'agissait pas d'un simple désaccord individuel. C'était un manque de respect envers la femme avec qui j'avais choisi de partager ma vie, et si vraiment ils voulaient montrer qu'ils avaient appris de leurs erreurs, la première étape serait de faire ce qui était juste pour elle. Il y a eu un nouveau silence, plus long, plus pesant. Puis elle a dit d'un ton vaincu qu'elle y réfléchirait, qu'elle en parlerait à mon père et qu'il verrait ce qu'il était possible de faire. Je n'ai rien ajouté de plus, je lui ai simplement dit que tant qu'il n'aurait pas fait cela, mon attitude ne changerait pas. J'ai raccroché sans attendre davantage. Ce qui a suivi a été un calme étrange, la sensation d'avoir bouclé un chapitre qui avait trop duré. Ma femme, qui avait remarqué la tension dans mon regard après l'appel, est venue me demander ce qui s'était passé. Cette fois, je lui ai tout raconté, je lui ai confié ce que mon cousin m'avait révélé, je lui ai avoué que c'était ma belle-sœur qui était à l'origine de toute cette histoire, que mes parents avaient décidé de l'exclure pour satisfaire le désir de la femme de mon frère. En l'écoutant, j'ai vu se dessiner sur son visage un mélange d'émotions, surprise, tristesse, et une forme de résignation qui m'a fait mal au cœur. Quand j'ai terminé, elle est restée silencieuse quelques secondes avant de hocher la tête. Elle a dit qu'au fond, elle s'en doutait déjà, qu'elle avait toujours senti que ma belle-sœur ne la supportait pas. Mais qu'elle n'aurait jamais pensé qu'on aille jusqu'à manipuler mes parents pour l'écarter de la famille. Ensuite, elle m'a pris la main et m'a dit qu'elle était reconnaissante que je l'ai défendue, que pour elle, le plus important n'était pas l'acceptation ou non de ma famille, mais le fait que j'ai été de son côté quand elle en avait le plus besoin. Je n'avais pas besoin d'en entendre davantage. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un message de ma mère, un message bref, comparé au précédent, où elle disait qu'elle et mon père voulaient parler à ma femme. Pas d'excuses, pas de justification, juste une demande pour pouvoir discuter. Je ne sais pas comment tout cela se terminera, je ne sais pas si un jour je pourrai considérer ma famille comme avant ni si je pourrai leur refaire confiance. Mais je sais que je ne tolérerai plus jamais que ma femme soit traitée comme une étrangère, et que je ne permettrai pas qu'on nous voie comme des personnes dont on peut se passer. S'ils veulent une réconciliation, ils devront prouver par des actes qu'ils sont vraiment prêts à changer. Sinon, cette distance qui nous sépare à présent ne sera pas temporaire, elle sera définitive.